Il me fait plaisir évidemment de répondre à votre invitation, votre aimable invitation. Et vu le temps qui m'a été donné, c'était prévu 2 heures au début, maintenant c'est une demi-heure. Donc je vais vous parler un peu j'ai sélectionné une présentation pour vous parler de la face cachée du cyberespace. Évidemment, ça c'est lié à une problématique de sécurité informatique. En fait, on va voir quand je parle de la face cachée, c'est la face du cyberespace que tout le monde ne connaît peut-être pas. Et donc j'ai une présentation qui n'est pas trop technique parce que l'audience étant assez hétérogène, donc elle est générale. Par contre, le contenu de la présentation, que ce soit clair, ce n'est pas incitatif de ma part à quelques-uns d'entre vous de réaliser des activités illégales dans le cyberespace. La sécurité informatique, évidemment, je discute des problèmes qui sont liés à la sécurité informatique, mais le fait d'apprendre qu'il existe des moyens dans le cyberespace de réaliser des activités illégales ne soit surtout pas l'incitatif, et je n'incite personne à faire des activités de ce type-là. Donc, je suis professeur Kamal Addi, directeur du laboratoire de recherche en sécurité informatique à l'Université du Québec, qui est un consortium d'universités au Québec. Et en fait, il existe une composante de chacune des grandes villes et c'est une université qui est francophone, créée par le gouvernement du Québec pour sauvegarder le français dans la province du Québec, parce qu'on est au Québec, vous savez, une toute petite province francophone qui est entourée par gigantesque population anglophone, que ce soit canadienne ou bien américaine. Alors, je vais commencer par définir le mot cyberespace. Alors, le cyberespace, c'est un espace cybernétique qui va former un univers d'information et un milieu de communication qui est lié à l'interconnexion mondiale des ordinateurs formant l'Internet. Donc, vous avez des ordinateurs un peu partout dans le monde qui sont connectés à Internet, et puis dans chacun ordinateur, il y a de l'information, et ces ordinateurs-là, évidemment, sont en réseau, et puis tout cet univers-là d'information et toute cette communication-là forme ce qu'on appelle le cyberespace. Évidemment, dans le cyberespace résident toutes sortes d'applications utiles que vous utilisez tous les jours. Vous pouvez penser à Facebook, Twitter, Google, les journaux, toutes sortes de choses, gestion des comptes bancaires et tout. Tout ça, ça fait partie du cyberespace. Alors, dans le cyberespace, évidemment, il y a une application particulière qui est largement utilisée, qui héberge toutes sortes plein d'applications, qui est le web, le World Wide Web, ou W3. Qui est une technologie qui est basée sur l'hypertexte, qui est basée sur le protocole HTTP, c'est un protocole de communication de haut niveau, et qui permet de l'échange d'informations dans le cyberespace via ce qu'on appelle des pages web. Donc, quand vous tapez une adresse web dans votre navigateur web, Internet Explorer, Firefox ou peu importe le navigateur web, vous allez demander l'accès à une donnée qui est dans un format particulier, qui est stockée dans un serveur en particulier avec une adresse particulière, et vous allez voir le contenu. Le HTTP étant un protocole qui permet le transfert de cette information-là, que ce soit du texte, des images, du son, tout ce que vous voulez. Et donc, vous avez accès à une page web, et c'est ce qu'on appelle le web. Alors, je vais vous parler justement de ce web-là, qui est une application du cyberespace, qui réside dans le cyberespace, pour vous dire que dans le web, en fait, on peut distinguer deux principales couches dans ce web-là. Et il y a le web de surface, qui est le web que tout le monde connaît, que 95-99% des gens connaissent. C'est le web de surface. Mais il y a aussi un autre web qu'on ne connaît pas, qui est caché, et ce qu'on appelle le deep web ou le web profond. Donc, dans le web de surface, vous allez trouver tout ce qui est googlable, mon information est dans le web de surface, etc. Et puis, dans le deep web, vous allez trouver toutes sortes d'informations qui résident dans le deep web, que ce soit du contenu top secret gouvernementaux, militaires, le hacking, Wikileaks et toutes sortes de choses. Toute sorte de cette information-là, elle est dans le deep web et dans le web profond. Et donc, le but de cette présentation, c'est de vous parler un petit peu, de faire une incursion dans ce deep web pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dedans et puis comment quelle technologie est sous-jacente à ce type de web-là. Et voilà. Alors, donc, on peut prendre le web et puis on peut essayer de le classer en plusieurs couches. La première couche du web, c'est ce qu'on appelle le web commun. Donc, le web commun, c'est un web qui est basé sur l'hypertexte, qui est basé sur le protocole HTTP, c'est un protocole de communication de haut niveau, et qui permet de l'échange d'informations dans le cyberespace via ce qu'on appelle des pages web. Donc,
c'est le web auquel tout le monde accède à tous les jours. Souvent, le contenu de ce web-là, il est indexé par les moteurs de recherche comme Google. Et puis, il est accessible via des navigateurs standards comme Internet Explorer, Mozilla, Chrome, etc. Et on va trouver en particulier dans le web commun les sites de médias sociaux comme Facebook, les sites d'information comme Wikipédia et des sites généraux comme eBay, etc. pour faire du commerce. Ça, c'est le web auquel tout le monde accède. C'est le web commun. Après, on va trouver ce qu'on appelle le web de surface. Le web de surface, c'est un contenu web qui est accessible via n'importe quel moteur de recherche. Généralement pas de service proxy. Un service proxy, c'est un service auquel on peut, quand on accède à un contenu web, on passe par une machine spécialisée qui vous donne accès à un contenu web, par exemple, qui est ailleurs, c'est-à-dire c'est un proxy. Il y a l'accès aux bases de données, mais dans le web de surface, contrairement au web général, il peut contenir des sites qui sont dits sombres, et donc vous avez par exemple, je sais qu'en Algérie on aime beaucoup télécharger des films, etc. C'est dans le web de surface, donc téléchargement de films, les transferts peer-to-peer, quand vous installez des applications comme Casa, BitTorrent, etc. On est encore dans le web de surface. Vous avez des sites de création de courriels temporaires et anonymes, comme Yopmail par exemple. Ça permet de créer un courriel, une adresse courriel rapidement, temporaire, pour pouvoir envoyer un mail, etc. Et donc là, on est encore dans le web surface. Mais tout ce contenu-là, il peut être encore indexé par Google, etc. Quand on fait une recherche sur Google, par exemple, sur un site téléchargement, on peut tomber dessus, comme vous le faites habituellement. Ensuite quand on descend un peu plus profond, vient ce qu'on appelle le Burgi Web. En fait, le mot Burgi, c'est un mot sud-africain et il désigne une population de sans-abri. Okay. Donc, c'est le dernier niveau qui est normalement librement accessible. Et puis, le contenu de ce web-là est en généralement non indexé par les moteurs de recherche. Donc, vous ne pouvez pas trouver une page web à ce niveau-là, via Google par exemple. Vous ne pouvez pas taper un mot-clé dans Google et tomber sur cette page web. Donc il n'est pas indexé. Alors il abrite toutes sortes de choses, des sites underground, qu'on appelle underground, des sites de hacking par exemple. Il contient par exemple des forums de hacking, des sites pour adultes, les serveurs FTP, des réseaux de recherche qui sont bloqués, des honeypots, etc., qui sont des technologies de test de réseau. Et puis, il y a plein d'exemples de web qui sont dans le Burgi Web. Par exemple, 4chan, qui est une plateforme où tout le monde peut poster des photos. Il n'y a pas beaucoup de contrôle sur ce qui est posté, par exemple. FreeHive, par exemple, c'est un web, on peut archiver du contenu, peu importe le contenu donc n'est pas beaucoup contrôlé. Bound, Black Hat World, qui sont des forums dans lesquels on discute toutes sortes de choses, en particulier techniques de hacking, etc. Donc là, on est dans le dernier niveau, donc il y a 3 niveaux, c'est le troisième niveau qui est librement accessible, mais commence déjà à devenir un peu obscur. Et puis après, on va rentrer dans le Deep Web, proprement le web profond. Et puis dans le Deep Web, en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans le Deep Web, c'est à peu près 75% du contenu du web. Donc, vous êtes habitué à peu près à voir le 25% du contenu qui est sur le web. 75%, il est dans le web profond. Et il est caractérisé en particulier par un gros volume de ressources qui sont de très bonne qualité. Contrairement au web surfacique, la qualité de l'information qui est là-dedans n'est pas nécessairement d'aussi bonne qualité que l'information qu'on retrouve sur le Deep Web. Et le Deep Web représente en fait les 3/4 du contenu web d'information, contenu informatique qui est sur le web. Alors, c'est quoi la caractéristique d'un Deep Web? C'est d'abord un accès qui est protégé. Donc, on ne peut pas allumer votre ordinateur et pouvoir accéder à des sites du web profond. Donc, on peut utiliser toutes sortes de technologies, les Virtual Private Networks, les VPN, les réseaux Tor, les Onion Routers. Je reviendrai plus en détail sur le réseau Tor. Le I2P, par exemple, c'est Internet Invisible Project qui permet d'avoir des connexions qui sont anonymisées.
En fait, la caractéristique principale qui est recherchée dans le Deep Web, c'est surtout l'anonymat. Parce que quelqu'un qui fait des transactions dans le Deep Web, il ne veut pas nécessairement se faire identifier. John Doe aussi, c'est une technologie qu'on peut utiliser. C'est un proxy. Donc, au lieu d'accéder directement à l'adresse du web, on ne veut pas savoir que moi, j'ai accédé, par exemple, à un site pornographique, peu importe. J'accède via un proxy. Donc, le proxy va me permettre de masquer la source, moi-même, mon adresse, et lui, il va faire l'accès à notre place, il va vous retourner l'information. Donc, il n'y a pas de lien direct entre l'utilisateur et le contenu, l'adresse à laquelle il a accédé. Alors, autre caractéristique du Deep Web, c'est que le contenu est en général complètement chiffré. C'est-à-dire qu'on utilise des techniques de cryptage qui permettent de crypter le contenu. Donc, tout ce qui est transféré est complètement crypté. Et surtout, il assure l'anonymat des transactions. Alors là, je reviendrai un peu plus tard sur l'anonymat, mais l'anonymat, ça permet de faire une transaction sur le web, peu importe, accès à un site web ou une transaction ou d'acheter quelque chose, sans nécessairement donner son identité. Donc, on ne peut pas remonter à l'identité de celui qui a fait la transaction, qui a acheté, etc. Et évidemment, le contenu du Deep Web, étant donné que le contenu est crypté et anonymisé, il ne peut être annexé par les moteurs de recherche standard. Si vous tapez Google, par exemple, vous dites, par exemple, je ne sais pas moi, armes, vente d'armes, et il ne veut pas vous envoyer un site web qui vend des armes, par exemple, alors que ça existe dans le Deep Web. Il y a des sites où on peut acheter des armes, par exemple, à titre d'exemple. Comme il n'est pas indexé par les moteurs de recherche, on ne peut pas faire une recherche via Google. Donc, il faut connaître au préalable l'adresse de la ressource pour pouvoir y accéder. Donc, il faut savoir exactement taper l'adresse web de la ressource à laquelle on veut y accéder pour pouvoir y accéder effectivement. L'accès au public se fait souvent via des proxys en implémentant un certain nombre de technologies comme ceux que j'ai cités, Tor, VPN, etc. Alors, en quoi aussi le caractérise le Deep Web, c'est qu'on trouve toutes sortes de choses. On trouve les données bancaires, c'est normal, elles sont dans le Deep Web. C'est pas quelque chose qu'on peut retrouver en tapant dans Google. Si je vis au Canada, j'ai mon argent dans une banque, et puis je peux accéder via une page web à la gestion de mon compte bancaire. Je peux rentrer, je peux faire des transactions, je peux payer mes factures, etc. Évidemment, ce contenu-là ne peut pas être accédé par quelqu'un d'autre via un moteur de recherche, donc il est nécessairement dans le Deep Web. On trouve aussi des données administratives pour les gouvernements, les universités. On trouve des outils de hacking dans le Deep Web. On peut trouver du contenu sur les travaux de recherche de l'université, des gouvernements, sur le Deep Web. On peut trouver du contenu de médias interdits et censurés dans le Deep Web. Dans certains pays, par exemple, Chine, etc., les gens vont utiliser le Deep Web pour mettre du contenu média pour qu'il ne soit pas détecté par le gouvernement et censuré, etc. Et on trouve aussi du contenu illégal parce que ceux qui font des activités illégales vont profiter des caractéristiques du Deep Web pour pouvoir mettre du contenu illégal. Donc, on trouve surtout des marchés noirs. On vend de la drogue, par exemple, des armes. On peut commander l'assassinat de quelqu'un. Et ça existe pour de vrai. Hein, c'est pas des histoires. Hein. On peut tomber sur des sites qui vont vendre de l'information bancaire de quelqu'un pour pouvoir faire du vol, par exemple, bancaire, d'informations identitaires pour le vol d'identité, toutes sortes de choses. Donc ça, c'est un contenu qui est illégal. Alors, dans le Deep Web, donc, il y a le Charter Web qui est à un niveau beaucoup plus bas que le Deep Web. C'est que c'est un contenu généralement similaire au Deep Web, mais qui est plus difficile d'accès, et le contenu illégal est plus sévère. En fait, le sévère, c'est dans le sens sévère, c'est dans le sens des peines encourues. Okay. On va retrouver, par exemple, dans le Deep Web, du contenu qui, par exemple, pornographique extrême. Dans le Charter Web, on va trouver du contenu, par exemple, pornographie juvénile, des choses comme ça. C'est un contenu beaucoup plus sévère. Le Charter Web peut héberger de la recherche secrète et gouvernementale, qui est une recherche assez avancée. C'est le genre de web qu'utilisent, par exemple, des gouvernements des États-Unis, etc., pour partager de l'information sur une recherche top secrète, par exemple. Tout ce qui est recherche, par exemple, je ne sais pas, dans le domaine nucléaire, des choses comme ça, qu'on ne va pas retrouver dans le web. Et puis, il englobe le gros du marché noir sur le web. Donc, dans le Charter Web, on va trouver des armes, des drogues, des réseaux d'assassinats, etc.
On peut retrouver du contenu obscène extrême, etc. dans le Charter Web. Donc c'est un niveau à partir du Deep Web qu'on appelle le Charter Web. Le dernier niveau, qui est le Marianas Web, en fait, le Marianas Web, c'est en référence à la fosse des Mariannes, qui est la fosse qui est la plus profonde jamais enregistrée dans l'océan. C'est une profondeur assez grande. Et donc, c'est le plus bas niveau supposé du Deep Web. Il est réputé pour être extrêmement difficile d'accès. Réputé pour être la partie la plus sûre du web en raison de la façon dont il gère l'anonymat et la vie privée. C'est très restrictif, évidemment, l'accès. Et il est accessible uniquement, on dit qu'il est accessible à partir d'un ordinateur quantique. Donc un ordinateur classique ne peut pas accéder au Marianas Web. Ceci dit, je vais mettre un petit bémol. Je n'ai jamais accédé à ce type de web. Dans la littérature, on dit qu'il existe, mais beaucoup de personnes remettent en cause son existence. Du fait que on ne sait pas si les ordinateurs quantiques sont réellement effectifs. Il y a plusieurs tentatives de compagnies pour produire des ordinateurs quantiques qui ont une architecture qui est complètement différente des ordinateurs classiques à la von Neumann que vous connaissez, avec mémoire, etc. Les ordinateurs quantiques exploitent des propriétés quantiques pour pouvoir faire du calcul. Et c'est réputé pour générer des ordinateurs qui sont extrêmement puissants. Mais le Marianas Web, on ne connaît pas, bon, je vous le signale. Dans la littérature, on trouve référence souvent, mais on ne sait pas s'il est possible qu'il existe aussi, que les gouvernements utilisent ce niveau de web qui est très profond, extrêmement sécurisé, avec un accès extrêmement restrictif, pour pouvoir héberger de l'information qui est top secrète, etc. Héberger et surtout diffuser de l'information qui est top secrète. Alors, qui va fréquenter le Deep Web? Le Deep Web peut être fréquenté par toutes sortes de communautés qui cherchent avant tout l'anonymat des transactions. Donc, le fait de faire des transactions de manière anonyme, complètement transparente, peut être un incitatif pour utiliser le Deep Web. Alors, ça peut être, comme je disais, ça peut être les gouvernements qui vont utiliser le Deep Web. Ça peut être des journalistes, ça peut être des dissidents, ça peut être aussi des criminels qui vont utiliser ce Deep Web. Alors, en parlant de l'anonymat, la propriété de l'anonymat, l'anonymat, c'est de l'envoyeur ou bien du receveur, c'est le fait de cacher l'identité de l'envoyeur ou du receveur d'un message. Je vais envoyer quelque chose, faire une transaction, je vais faire un achat, je vais faire une vente, mais je veux qu'un quelconque service ou quelconque personne puisse remonter à moi comme entité. Okay? Et remonter à moi, évidemment, c'est pas avec mon nom et prénom, mais si j'utilise un web classique, par exemple, mon adresse IP, que j'utilise l'adresse de mon ordinateur, qui m'a été octroyée par un ISP, un provider, mon adresse, et que moi j'ai demandé avec mon identité. Donc, en regardant la transaction, on peut, avec l'adresse IP, remonter jusqu'à ma machine via le provider. Il va dire c'est M. Kameladi qui avait l'adresse 132.213.x. quelque chose, ok, à un moment donné. Par contre, l'anonymat, ça évite de remonter à la source de l'émetteur ou bien du receveur d'un message. Et c'est ce qui est recherché particulièrement dans le Deep Web. Alors, d'autres propriétés qui sont aussi intéressantes que l'anonymat, on peut avoir la propriété de non-chaînabilité. La propriété de non-chaînabilité, c'est le fait de ne pas être capable de relier deux messages à la même source. On va traverser deux messages sur le web, une commande, un achat ou un accès, par exemple, à un contenu web. On va voir deux messages. On ne peut pas dire avec certitude que ces deux messages-là appartiennent à la même source. Peu importe si on ne connaît pas la source. Même si on ne connaît pas la source, le fait de savoir que deux messages appartiennent à la même source peut être une propriété et peut être une information utile. Donc la non-chaînabilité, c'est le fait de faire en sorte que la technologie, chaque fois qu'on voit passer des messages, on n'est pas capable de dire que ces deux messages, ces groupes de messages appartiennent à la même source, ou sont destinés à la même destination, même si on ne connaît pas physiquement l'émetteur et bien le récepteur. Autre propriété intéressante, c'est la non-observabilité. La non-observabilité, c'est de ne pas pouvoir détecter si un message particulier est en train de circuler ou non. Okay? Je vous donne un exemple simple. Si je prends un message et je le crypte avec une clé cryptographique, okay? Eh ben, je peux savoir, même si je n'ai pas le contenu, je peux savoir qui est un message qui a été généré par une source et est en train de circuler, même si je ne connais pas le contenu. C'est une information qui reste quand même utile
pour pouvoir faire, par exemple, une enquête sur le contenu web. Donc, non-observabilité, c'est de ne pas observer le message. Je prends le même message bonjour, je le crypte, une fois il me donne une séquence, et une autre fois il me donne une séquence complètement différente, par exemple. Okay, donc, pas observer le contenu d'un message. Évidemment, vous remarquerez que la non-observabilité, elle implique la non-chaînabilité. Si j'ai la non-observabilité, je peux avoir la non-chaînabilité, et si j'ai la non-chaînabilité, ça implique l'anonymat. Okay, ces propriétés-là sont imbriquées l'une dans l'autre. Okay. Alors, pour pouvoir assurer l'anonymat, la propriété d'anonymat, il existe plusieurs technologies. Parmi lesquelles, par exemple, il y a les réseaux qui sont Tor. Tor, c'est des Onion Router. Donc, c'est un réseau informatique superposé. Donc, on va créer un réseau virtuel au-dessus d'un réseau réel, le réseau Internet. On va créer un réseau virtuel. Donc, il est mondial décentralisé. Donc, il est composé d'un certain nombre de serveurs appelés des nœuds. Vous avez des machines un peu éparpillées un peu partout dans le monde qui sont appelées des nœuds. Okay, et il permet, grâce à une technique de routage en oignon, d'où le nom, d'anonymiser les connexions sur le net. Donc, l'idée d'utiliser la technologie Tor, c'est de pouvoir rendre les transactions anonymes sur le net en utilisant un certain nombre de nœuds. Alors, les réseaux Tor ont été développés dans les années 90 par les US Naval Research Laboratory. Et l'idée est que les nœuds intermédiaires du réseau ne connaissent pas ceux qui sont en relation directe avec eux et pas avec l'extrémité. Ils ne connaissent que ceux qui sont en relation directe. Donc, je peux imaginer que je vais créer une chaîne de personnes. D'accord? Je prends un contenu, je vais donner... Moi, je ne vois pas la troisième personne, je vois juste la personne qui est devant moi. Moi, je suis l'émetteur qui va donner quelque chose. Il y a un récepteur à l'autre bout de la chaîne. Okay, moi, je donne à la deuxième personne. Elle sait que ça vient de moi. Elle va donner à la troisième personne. Mais la troisième personne ne sait pas que ça vient de moi. Parce qu'elle voit juste celui qui lui a donné le colis. Quand il arrive à la dernière personne ne sait pas qui a envoyé ce colis-là. Je coupe l'information de l'émetteur et du récepteur en utilisant un certain nombre de nœuds intermédiaires. Alors, le principe d'utilisation, c'est qu'un client Tor, quand je vais installer, c'est une application que je vais installer sur mon ordinateur, je vais sélectionner de manière aléatoire plusieurs nœuds parmi la liste de serveurs disponibles et je vais créer un circuit tunnel crypté entre eux. Okay, alors, le message qui doit être envoyé est chiffré de manière successive par couche. Donc, chaque couche est chiffrée avec la clé publique d'un routeur Onion, présent sur le chemin emprunté par le message. Et lorsqu'un routeur reçoit le message, donc il va éplucher, il va décrypter la couche, et ceci révèle les instructions de routage pour savoir à quel prochain routeur il va envoyer le message. Pour être un peu plus clair, ok, je vais passer cette slide-là. Pour être un peu plus clair, par exemple, supposons que Alice veut utiliser le réseau Tor. Alice qui est l'ordinateur qui est là. Donc l'étape 1, elle va demander le client Tor, qui est Alice, elle va demander une liste de nœuds Tor d'un serveur d'annuaire. Ces nœuds-là, c'est les ordinateurs que vous voyez ici sur l'écran, c'est des nœuds qui sont distribués un peu partout dans le monde. J'obtiens une liste de ces nœuds-là. J'en sélectionne aléatoirement une liste de ces nœuds-là pour créer un chemin entre Alice et Bob. Et là, dans une deuxième étape, Alice va envoyer un message. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le contenu du message qui est à destination de Bob, elle va l'encrypter avec la clé publique, avec une clé de cryptage de Bob, ensuite la clé publique de l'ordinateur qui sert Bob, ensuite celle, je ne sais pas s'il y a un truc. Voilà. Elle encrypte avec la clé de cet ordinateur-là. Ensuite, elle réencrypte une deuxième fois par celui-là. Elle réencrypte une deuxième fois par celui-là. Okay. Et quand celui-là reçoit l'information, il sait de qui il l'a reçu. Okay. Une fois qu'il décrypte le message avec sa clé privée, parce que ça a été encrypté avec la clé publique, il sait à qui il va le donner. Mais il ne sait pas le prochain. Il ne connaît pas le prochain ordinateur dans la liste. Parce qu'il est encrypté par en dessous. Il est encore encrypté par la clé de celui-là. Donc celui-là, tout ce qu'il a besoin de savoir, il a accès uniquement à l'information pour dire je reçois un paquet, je reçois une donnée, et je sais à qui je vais la donner. Mais ce n'est pas le prochain. Celui-là va raisonner exactement de la même manière. Celui-là va raisonner exactement de la même manière. Il sait qu'il reçoit un paquet, à qui il va donner. De telle manière à ce que aucun des ordinateurs intermédiaires ne puisse connaître tout le chemin
qui a été parcouru, en particulier le contenu original qui vient d'Alice. Le contenu original, évidemment, il contient l'adresse originale de Alice. De telle manière à ce que quand l'information est transférée de Alice vers Bob, on ne peut pas remonter la chaîne. Si on intercepte l'information au niveau de Bob, on ne peut pas remonter la chaîne vers Alice, par exemple. Si Alice veut envoyer notre message, elle ne va pas suivre nécessairement le même chemin, elle peut suivre un chemin différent. Elle donne à cet ordinateur, qui donne à lui, qui donne à lui, et qui donne à, par exemple, ok? Ici, il donne à John, par exemple, ok? Un autre chemin. Donc, à chaque fois qu'Alice veut envoyer à John ou à Bob, c'est un chemin qui est complètement différent. Et il y a une technique de cryptage qui fait en sorte qu'on perd l'information de l'adresse de l'expéditeur et du destinataire. Et de cette manière-là, les auteurs vont assurer ce qu'on appelle l'anonymat des transactions. Donc, vous voyez que si je prends le message original ici, vous voyez les couches d'encryption, à chaque fois, j'encrypte avec la clé, ensuite avec une autre clé, ensuite avec une autre clé. De telle manière, celui qui possède la clé de décryptage de cette couche-là ne va pas pouvoir aller plus loin, c'est un ordinateur intermédiaire, ne peut pas aller plus loin pour savoir, arriver jusqu'au message pour voir l'adresse de destination, par exemple. Okay? Alors, les réseaux Tor, évidemment, c'est une technologie qui existe, qu'on peut télécharger. On peut même télécharger un navigateur, okay, qui est une version de Mozilla, et spécialement fait pour le réseau Tor. Donc, le réseau Tor lui-même, en fait, si on utilise le réseau Tor avec navigateur Internet Explorer, etc., l'Internet Explorer va générer des informations annexes qui vont faire en sorte qu'on brise un petit peu l'anonymat. Donc, le consortium Tor a développé un navigateur spécialisé pour que tout ce qui sort du navigateur est réellement anonymisé et utilise le réseau Tor. Donc, vous voyez, j'ai téléchargé l'application navigateur Tor, on clique dessus, on l'installe et on peut l'utiliser d'une manière assez normale. Tout le mécanisme Tor que j'expliquais au préalable est en fait un mécanisme qui va devenir complètement transparent pour l'utilisateur. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'installer le navigateur Tor et de pouvoir l'utiliser. Et en faisant ainsi, on peut garantir l'anonymat. Alors, ces navigateurs Tor sont beaucoup utilisés par des réseaux terroristes, par exemple, etc. L'idée, c'est de pouvoir faire communiquer d'une manière complètement anonyme et que le service de sécurité, par exemple, ne puisse pas remonter jusqu'à la source de celui qui a envoyé le message, ou publié un document PDF, ou peu importe. Et c'est pour ça que ça rend un peu la tâche complexe du service de sécurité des pays occidentaux, où on voit, par exemple, des contenus web, par exemple, terroristes, ou au fond sont illégaux et qui persistent, qui restent sur la toile. Alors, si je prends un exemple, par exemple, vous voyez, c'est une illustration de nombre d'utilisation des réseaux Tor. La figure, elle date de quelques années, je pense. Là, vous voyez, c'est les pays qui utilisent le plus les réseaux Tor, mais il y en a un peu partout dans le monde et qui est utilisé. Donc, le réseau Tor, c'est une technologie qui va permettre d'assurer l'anonymat et qui va permettre d'accéder ce qu'on appelle au contenu du Deep Web. Alors, l'anonymat qui est offert dans le Deep Web est combiné à la disponibilité d'une monnaie virtuelle en dehors des circuits bancaires, favoriser l'émergence de ce qu'on appelle le marché noir qui est sur le web. Alors, je vais parler juste à titre d'exemple de ce qui se fait sur le Deep Web. C'est le marché noir qui se fait sur le Deep Web. Alors, nous avons besoin de la conjonction de deux choses qui sont importantes. L'anonymat, via des technologies qui permettent d'assurer l'anonymat des transactions, et l'existence d'une technologie, d'une monnaie qui est en dehors des circuits habituels dont je vais parler. En fait, il s'agit par exemple de bitcoins, de cette monnaie-là qui permet de faire du paiement sans nécessairement utiliser sa carte bancaire, sa carte de crédit ou peu importe, et ça permet évidemment de ne pas remonter à la source, on peut payer. Alors, le marché noir est un marché qui est extrêmement florissant. Alors, il transige plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires annuellement dans le marché noir qui est dans le Deep Web. Et la principale caractéristique du marché noir du Deep Web, c'est qu'il n'y a aucune restriction. C'est no man's land, il n'y a aucune restriction, on peut trouver toutes sortes de choses, la vente des armes, de la drogue, des services de toutes sortes, etc. Okay? Ça, c'est le marché noir qui existe dans le Deep Web. Alors, pour pouvoir payer et acheter des choses, on a besoin, évidemment, il faut une monnaie. On ne peut pas payer sur le web avec des billets bancaires. Billets bancaires, évidemment, sur l'anonymat. Si je sors un billet de 100 dinars et je paye quelqu'un, à un moment donné, il ne saura pas qui lui a donné 100 dinars. Par contre, si je fais une transaction bancaire avec ma carte de crédit, il y a la traçabilité. Donc, on peut remonter jusqu'à moi pour dire, j'ai payé cette transaction-là.
Mais le Bitcoin permet d'avoir un paiement qui est fiable, qui est bon et qui permet d'assurer l'anonymat du paiement. D'accord? Alors, c'est une devise monétaire électronique qui est décentralisée, qui est peer-to-peer. Alors, ça a été créé par un certain Satoshi Nakamoto en 2009. En fait, il y a une polémique sur le nom de la personne parce que celui qui s'est présenté sous ce nom-là en 2009, quand il a publié la première version du logiciel Bitcoin et qu'il a mis sur un site de téléchargement, se faisait appeler par Satoshi Nakamoto. Et quand le Bitcoin, évidemment, est devenu célèbre, Bitcoin, ça c'est une monnaie qui transige. Il y a même des distributeurs de Bitcoin, partout dans le monde, au Canada, des distributeurs de Bitcoin. Les gens, ils ont une valeur monétaire en Bitcoin. Quand les gens ont fait un peu de recherche, mais cette personne-là, Satoshi Nakamoto, en fait, n'a aucun historique. Avant qu'il publie ce Bitcoin, il n'a aucun historique. Il n'existe pas sur le web, il n'existe nulle part. Ensuite, il y a un Australien qui a prétendu être ce Satoshi Nakamoto et s'est rétracté après. Et en fait, il y a une polémique sur la personne réelle qui a monté le Bitcoin. Okay. Alors, c'est quoi le Bitcoin? C'est une sorte de jeton électronique envoyé sur Internet pour effectuer des paiements partout dans le monde sans passer par un quelconque banque. Alors, le Bitcoin, ce n'est pas rien. C'est une capitalisation qui est supérieure à 6 milliards d'euros. Et il a une valeur qui est réelle, monétaire, réelle, qui est flottante et qui est déterminée par l'usage et le marché de change. En date d'hier soir, j'ai regardé sur le net, un Bitcoin se vaut à peu près 859 $ canadiens pour un Bitcoin. Et on peut acheter et vendre évidemment des Bitcoins. Par contre, les tableaux qui montrent la fluctuation de la monnaie Bitcoin, elle est très instable. Donc elle peut monter à 800, elle peut retomber à 500, etc. Elle reste encore très instable. On pense qu'avec le temps, la monnaie aura une plus grande capitalisation, elle deviendrait beaucoup plus stable pour pouvoir faire des transactions. Donc une transaction dans Bitcoin permet le transfert électronique d'un montant de Bitcoins d'une personne à une autre personne, d'une entité à une autre entité. Et chaque transaction, elle est signée. C'est une signature évidemment électronique. J'utilise une information personnelle qui est une clé privée pour signer la transaction. Elle est validée avant définitivement inscrite dans un registre public infalsifiable appelé le blockchain. Alors pour vous simplifier la chose, on pourrait créer une monnaie. On pourrait essayer de créer une monnaie. En fait, une monnaie, on n'a pas besoin de toucher quelque chose. C'est une information. Je pourrais dire, par exemple, j'initialise maintenant, tout le monde, il a 5 dinars électroniques. OK? Tout le monde est d'accord. 5 dinars électroniques, on possède 5 dinars électroniques chacun. Okay? Maintenant, on peut transiger. Je peux dire, par exemple, je vous achète votre cartable, vous me donnez 2 dinars électroniques. Donc, vous en aurez 3 et j'en aurai 7. OK? Qu'est-ce qui va faire que moi, je serai plus riche de 2 dinars par rapport à vous autres? C'est le fait que c'est enregistré. Tout le monde sait que maintenant j'ai 7, vous avez 3. Donc, vous ne pouvez pas venir prétendre dire, j'ai 10 dinars électroniques. Vous en avez 3, tout le monde le sait. Donc, le fait de tout le monde le sait, c'est une garantie de la richesse. On n'a pas besoin de la toucher. Donc, les bitcoins fonctionnent sur le même principe. Donc, il y a un registre, il y a des nœuds qui sont un peu disposés partout dans le monde, et c'est le vote majoritaire. La seule manière de casser le système bitcoin, c'est de prendre le contrôle d'une majorité d'ordinateurs dans le monde qui enregistrent ce qu'on appelle les blockchains. Les blockchains, c'est l'information qui dit telle personne a tel montant de bitcoins. Ce blockchain. À chaque transaction, il y a une transaction qui est faite, elle est inscrite dans ce blockchain qui garde la transaction et cette information est distribuée un peu partout sur des réseaux et la majorité a toujours raison. Donc si un hacker il prend contrôle d'un nœud bitcoins, d'un réseau de nœuds bitcoins, et il essaie de falsifier, de dire telle personne possède 100 plutôt que 50, les autres ne seraient pas d'accord. Le vote majoritaire va faire en sorte que la vraie information va persister. Okay? Donc c'est difficile et donc les transactions seraient valides. Donc c'est l'idée de sauvegarder de l'information sur une richesse qui est virtuelle, qui n'est pas réelle, c'est pas un billet. En fait, les billets bancaires, c'est rien, c'est juste un bout de papier. Juste on le rend infalsifiable, on ne peut pas le falsifier, on ne peut pas le fabriquer, et il possède une valeur, une certaine valeur. Tout le monde pense à cette valeur-là. Donc c'est ce qui fait. C'est ce qui fait la richesse d'une personne, sa pauvreté. Alors on peut compter aujourd'hui plus de 250 000 transactions de Bitcoin par jour. C'est beaucoup, il se fait beaucoup de transactions. Okay?
Alors, les avantages et les inconvénients du Bitcoin, c'est comme avantage, il a des frais de transfert qui sont quasiment nuls, contrairement au transfert bancaire. Quand j'achète quelque chose sur eBay, sur Amazon ou peu importe, le site de vente électronique, et je fais un paiement, il y a toujours des frais de transfert où j'utilise ma carte de crédit, frais de transfert. Bitcoin, c'est quasiment, les frais de transfert quasiment nuls. Le transfert est quasi instantané, donc il y a un délai de 10 minutes à peu près en moyenne pour valider la transaction et que mon montant de Bitcoin soit mis à jour dans tous les nœuds du serveur Bitcoin. Et les frais de paiement sont inférieurs à ceux qui sont proposés, comme PayPal par exemple ou carte bancaire. Et aucune limite dans le montant qui est transféré. Et les transactions, évidemment, sont anonymes. Donc, les transactions sont remboursées. Destinataire, la reçue de l'argent, c'est terminé. Et donc, il ne faut pas se tromper quand on fait des transactions avec des bitcoins. Donc, vous avez deux technologies. L'anonymat, qui est assuré par des réseaux Tor, par exemple, un navigateur Tor, et puis il y a une monnaie électronique qui est en dehors des circuits bancaires, qui permet des paiements anonymes. Et ces deux technologies-là vont favoriser l'émergence d'un marché noir pour des transactions de type illégal. Alors, un des exemples de marché noir, il est assez célèbre parce qu'il a fait la manchette aux États-Unis il n'y a pas assez longtemps que ça. Alors, à l'été 2011, il y avait une annonce qui a été publiée sur YouTube pour lancer l'annonce pour une plateforme de transaction anonyme sur le Deep Web. Donc, c'était publié sur YouTube. Et le marché s'appelle Silk Road. Vous savez, Silk Road, c'est la route de la soie. Okay, faisant référence à la route de la soie qu'il y avait en fait, avec l'extrême-orient, avec la Chine, et donc ça s'appelle le Silk Road. Et donc il y a une annonce pour dire, voilà, il y a une plateforme sur le Deep Web, vous pouvez y accéder, vous allez trouver des annonces de toutes sortes, vous pouvez acheter des choses, vous pouvez vendre des choses, etc. Alors, la plateforme de vente va proposer, en fait, elle propose plus de 13 000 articles en vente, tels que la cocaïne, LSD, l'ecstasy, etc. Toutes sortes de drogues sont proposées en vente libre. Le paiement étant Bitcoin. Ça, c'est des captures d'écran réelles sur les produits qui étaient proposés dans la plateforme Silk Road. Okay. Alors, vous voyez, toutes sortes de choses, c'est catégorisé, on peut faire des recherches, on peut acheter et vendre, etc. Donc le site a généré à lui tout seul plus de 1,2 milliard de dollars US en chiffre d'affaires. C'est des chiffres réels parce que ça a été démonté par après. L'administrateur du site a été arrêté, a été condamné. Et donc 1,2 milliard de dollars en chiffre d'affaires et près de 960 000 utilisateurs. Comptait près de 960 000 utilisateurs aux États-Unis et une douzaine d'autres pays dans le monde qui faisaient des transactions et des achats et des ventes sur le Silk Road. Alors, le créateur du site et administrateur a pris le pseudonyme de Dread Pirate Roberts. En fait, ce nom-là faisait la manchette à un moment donné dans les journaux. Et en fait, à la fin de 2013, il a été arrêté par le FBI après une poursuite qui a duré presque 2 ans. En fait, la personne s'appelle Ross Albright, qui a 29 ans. Et le 29 mai 2015, il a été condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En fait, la perpétuité, elle ne vient pas uniquement du Silk Road, du marché noir qu'il a implémenté, mais parce qu'il y a aussi d'autres accusations, parce qu'il avait demandé l'assassinat d'un journaliste, comme ça, parce qu'il y avait des annonces d'assassinat de personnes, on pouvait commander, des gens qui offraient le service pour pouvoir assassiner moyennant un montant d'argent. Donc il est évidemment détenu en prison en ce moment. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avoir donné une petite idée sur le Deep Web.
Je vous ai donné deux technologies qui permettaient l'émergence ou les transactions à l'intérieur du Deep Web. Et je vous ai montré un exemple d'activité illégale. Mais faites attention, dans le Deep Web, on peut trouver toutes sortes d'activités qui sont légales, qui sont liées à des recherches universitaires, des recherches gouvernementales, des administrations, etc. C'est le système bancaire, etc. C'est une plateforme de transaction qui, tout simplement, n'est pas visible, qu'on ne peut pas accéder d'une manière libre via le web. Mais en fait, il y a aussi des transactions de type illégal, comme le marché noir. L'aventure de Silk Road, elle s'est terminée en 2015. Mais il y en a plein d'autres sites qui proposent du contenu illégal, qui sont encore en activité dans le Deep Web. Il est évidemment très difficile aux services de sécurité de pouvoir mettre la main sur les serveurs, sur les gestionnaires du contenu, etc., puisque à la base des technologies sont faites pour assurer de l'anonymat, assurer les transactions et puis l'anonymat du paiement électronique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié un peu le contenu de cette présentation et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur.